amis de TV Liberté, nous avons la joie ce matin de recevoir Reynald Secher. Bonjour Reynald. Bonjour Anne. Nous avons vu tous deux un très beau film dont tout le monde parle, mais tout le monde ne l'a pas encore vu, et sur lequel il a été jeté des tombereaux d'ordures, mais vraiment des tombereaux. Et donc nous sommes là pour rectifier la vérité. Et pour dire que ce film, Vaincre ou mourir, n'est malheureusement que l'exacte vérité. Vous êtes d'accord? Absolument, j'ai absolument rien à dire par rapport à cette vérité. Tout ce qui est dit dans le film est exact. Je dirais même mieux, n'en déplaise à certains, qu'on est en dessous de la vérité. C'est-à-dire que, oui. Et non pas parler de toutes les mécaniques de la terreur, etc. Et il y aurait eu beaucoup de choses à dire, mais la finalité était de raconter la vie de Charette. Et ils nous ont épargnés parce qu'ils n'ont pas montré tout ce que le peintre à qui vous avez demandé de faire ces fresques à la chapelle Basse-Mère montre, qui est quand même un effroyable film d'horreur. Puisque pour les auditeurs, les téléspectateurs qui viendraient, qui seraient tout frais dans cette télévision, il faut rappeler pourquoi Reynald Secher, vous avez bâti reconstruit cette chapelle de la chapelle Basse-Mère. Voilà. Peut-être campons le décor comme ça. C'était une chapelle qui était l'ancienne église du village de la chapelle Basse-Mère, qui est en ruine, brûlée par les révolutionnaires, avec 74 chapelains, c'est-à-dire habitants de la chapelle Basse-Mère, à l'intérieur, qui ont été brûlés vifs, comme on a eu au Luc-sur-Boulogne, un peu partout, à travers la Vendée militaire. Et cette chapelle était vouée à la destruction, et nous avons dit non. Et avec 2000 jeunes, pendant 30 ans, non seulement nous l'avons restauré, mais nous avons reconstruit le prieuré, un peu plus grand qu'il n'était. Est-ce que vous avez découvert qu'il y avait un cloître? Au fur et à mesure de la restauration, on a découvert effectivement qu'il y avait un cloître, etc. Et on a reconstruit ça, comme vous le disiez si justement, pendant 30 ans. Et donc l'inauguration de cet ensemble merveilleux était l'an dernier, un 13 mai. Et dans cette partie qui est une partie muséale, vous avez mis des sculptures fantastiques. Vous avez mis la belle sculpture de Daphné du Barry qui évoque les noyés de Nantes et la statue de cet abbé. L'abbé Robin. L'abbé Robin, quelle est son action? L'abbé Robin, qui est natif de la chapelle Basse-Mère, et qui est le recteur clandestin, réfractaire, durant toute la Révolution. Et c'est grâce à lui si on a, à l'heure actuelle, la connaissance relativement exacte du nombre de victimes, avec les sexes, les âges et les circonstances des massacres. Donc cet homme est doublement remarquable. Il est remarquable en raison du respect de la mission qu'il a tenu à effectuer jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice, et deuxièmement parce qu'il a laissé les actes qui vont nous servir à donner des visages à ces morts, à ces disparus. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on va en Vendée, moi j'ai été logée chez l'habitant pour aller au Puy du Fou, découvrir enfin ce Puy du Fou célèbre, et j'ai été frappée partout, il y a des petites chapelles qui sont des mémorials avec le nom de tous les morts. Alors de plus en plus, c'est-à-dire que les Vendéens, et je tiens à le souligner, ont découvert la réalité de ce qu'ils avaient subi seulement en 1985 avec ma thèse sur le génocide franco-français. Je me souviens des premières conférences que j'ai pu faire en Vendée. Il y a des habitants qui m'écoutaient, qui étaient du pays, qui sortaient pour pleurer. Et parce que enfin, ils comprenaient. Et donc, cette douleur enfuie au plus profond d'eux-mêmes, eh bien, ils la comprenaient, ils la faisaient ressortir. La Vendée est en train de reprendre possession de son histoire. Et les Vendéens sont en train de la découvrir dans sa cruauté, dans sa bestialité. C'est quelque chose de terrible. Vous savez, les Vendéens sont morts de foi.
Hein, c'est-à-dire qu'on les a tués physiquement et on a tué leur mémoire. Et ils sont en train de se l'approprier. Et c'est vous qui avez inventé ce beau mot de mémoricide. Et alors, je parlais de ces fresques qui sont très, très, très bien faites, très bien dessinées, mais qui sont d'une cruauté parfaite. Et on comprend finalement pourquoi toutes nos églises étaient pleines de dessins, de fresques. C'est le meilleur des livres. Un dessin vaut 500 pages. D'où l'importance des vitraux. Et d'ailleurs, en Vendée, vous avez une spécificité que je fais découvrir lors des voyages que j'organise avec Ictus au mois de juillet et de septembre. Entre autres, on fait découvrir l'art du vitrail, qui est un vitrail en Vendée mémoriel. Hein. Si vous allez au Pan Mauge, c'est 20 vitraux qui sont plus beaux les uns que les autres. On est dans le réalisme, dans la peinture pompier, magnifique. Oui, absolument. Alors, venons-en à ce film, Vaincre ou mourir, qui est donc réalisé par Le Puy du Fou, qui a déjà fait une très belle mise en scène de la vie de Charette dans sa cinécénie qui s'appelle Le Dernier Panache. Alors, Le Dernier Panache est une création remarquable, exceptionnelle, de Philippe de Villiers. Et dedans, il met tout, hein, y compris et surtout, il explique que l'extermination, pour reprendre les mots de l'époque, c'est une extermination légale. Et il fait défiler comme ça les 3 lois qui prescrivent l'extermination de la Vendée. Mais tout ça, il l'a trouvé dans vos livres. Oui, enfin, c'est un homme qui oui, est mais curieux, vous avez. Ce que je veux dire, c'est que vous avez retrouvé aux Archives nationales, je crois, les papiers sur lesquels est inscrit. Est inscrit. C'est ça qui nous manquait, et c'est une découverte récente. Mais comment dire, ce qui est extraordinaire, c'est que on a découvert cela qu'en 2011. Les 4 plans d'extermination. Quant au film, le film est une initiative de Nicolas de Villiers. Oui. Hein? Oui. Et Nicolas de Villiers, qui a une autre approche de l'histoire, plus différente, et d'où cet aspect incroyable du film. Tout est dit dans ce film avec une créativité incroyable. C'est ce qui m'a frappé, et c'est pour ça que je suis alors, fatiguée d'entendre dire que c'est un film à petit budget, comme si gros budget signifiait forcément talent, intelligence, force et machin. Non, les gens de la Ciotat qui ont inventé le cinéma, ils n'avaient pas des gros budgets. Les Japonais et les Chinois qui font des films absolument fabuleuses en 2 pièces et 3 cerisiers en fleurs, il n'y a pas d'argent. Hein. Cette idée de célébrer un film parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est vraiment un réflexe américain, donc il faudrait peut-être se départir au plus vite. Et en plus, ça ne correspond pas à la réalité de la situation. Non, bien sûr, il n'avait pas d'argent. Ça ne correspond pas au contexte, justement, on est dans la pauvreté, etc. Absolument. Et ce film rend parfaitement les choses. Je dirais presque tant mieux qu'il ait eu un petit budget, parce que le talent a compensé. Et en plus, cette vérité que les Vendéens étaient démunis, etc., eh bien, elle se voit. Elle se voit. Et en plus de ça, il y a alors, bien sûr, l'exactitude, mais ça, vous l'avez dit, l'exactitude, ça ne se discute pas. Mais il y a une poésie de l'image, et on voit que le cinéaste est un amoureux des images. Il y a de très belles images, ce qui est tout de même, entre nous soit dit, la chose que l'on cherche quand on va au cinéma. S'il n'y a pas de belles images, c'est pas la peine, on a perdu son temps. Et le texte est remarquable. Le texte est très bon. Ah oui, c'est remarquable. Alors, le travail de Mottez est un travail extraordinaire. Et les acteurs sont des acteurs remarquables. Remarquables. Alors, parlons-en. Le Hugo Becker, le Charette, est un qui lui ressemble d'ailleurs physiquement. Qui lui ressemble, absolument, est un bon acteur. Il a eu lui-même des problèmes parce qu'il s'est exprimé librement et on lui a reproché, je ne sais plus ce qu'il a... Oui, ben c'est le problème. Hein. Ils vont découvrir la difficulté d'être différent
dans ce monde. Non, mais avant, il a déjà été mis au placard une première fois. Ah oui, je ne savais pas ça. Si. Mais son charrette est extrêmement fin. Parce qu'on voit très bien un cadet donc de la marine qui n'a fait qu'erroyer sur mer et qui dit aux paysans qui viennent le chercher « mais je ne suis qu'un marin », avec une modestie fantastique. Et puis on voit sa sœur qui lui remonte le bretelle en quelque sorte en disant « mais vas-y, ils t'attendent ». Et c'est aussi une très jolie scène. La Vendée, c'est vraiment une guerre des femmes, hein, parce que c'est toujours la femme qui est derrière. Hein, et quand on parle de certaines batailles gagnées par les hommes, je pense à Torfou, c'est parce que les femmes sont derrière, parce que les Vendéens se sont enfuis lors du la première confrontation. Et c'est les Vendéennes qui disent « mais non, revenez, repartez pour l'honneur ». Alors je sais que j'ai vu que, puisque je citais ce mot « honneur », que c'était une valeur de droite. D'ailleurs, ce qui sous-entend que le déshonneur est une valeur de gauche. Hein. C'est comme on dit que le travail est une valeur de droite, ce qui veut dire que la fainéantise est une valeur de gauche. Ben oui, il faut être cohérent en la matière. Donc, quand on m'a dit que je défendais un concept de droite, eh bien, j'en ai tiré la conclusion que le déshonneur est un concept de gauche. D'ailleurs, ce qui correspond à leur discours à l'heure actuelle. Hein. Bien sûr. Alors, non seulement donc, le personnage principal est bien campé, mais les personnages autour de Charette sont très bien campés aussi. Le père de famille dont on tue le fils lors de cette scène de recrutement forcé par les émissaires de la République. Alors, je rappelle là que contrairement à ce que je lis dans la presse, ce n'est pas l'étranger qui a déclaré la guerre à la France, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'étranger, parce qu'il faut faire une révolution universelle, universelle au sens de l'époque, c'est-à-dire au niveau de l'Europe. Aucun pays n'a déclaré la guerre à la France à cette époque. Et les étrangers agressés n'ont fait que se défendre. Il fallait aussi détourner l'attention, il fallait une guerre pour mobiliser les gens, il fallait tous les mobiles habituels pour déclarer des guerres. Alors, le père donc, est un personnage très, très beau, le père désespéré qui va se lancer dans cette bataille derrière Charette, lequel Charette sait intimement que cette bataille est pratiquement sans espoir, puisqu'ils n'ont pas d'armes. C'est un militaire. Et Louis XVI a créé la plus grande armée au monde. Hein, c'est une armée exceptionnelle, d'ailleurs une marine aussi exceptionnelle. Oui, c'est pas la République qui a créé l'armée, c'est Louis XVI. Parce que Louis XVI a une idée de la France et se projette. C'est un homme exceptionnel, Louis XVI. Hein. C'est un ingénieur intellectuellement. Hein. Et donc il sait qu'il faut contrôler les flux, c'est la marine, et il faut s'imposer sur le continent, c'est l'armée. Et donc il a conjugué les deux éléments et ça donne cette armée d'exception qui sera la base de l'armée révolutionnaire. Et donc il le sait, il sait qu'il a affronté un ennemi extrêmement bien armé, mais encore une fois pour l'honneur. Mais il ne peut pas imaginer qu'on a affaire à des sadiques. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne peut pas imaginer que les gouvernants qui représentent la France soient des sadiques et que l'armée était elle-même sadique. Elle ne se pose aucune question. Alors ça, si vous voulez, c'est la faiblesse des gens pleins d'honneur. C'est d'imaginer que c'est une vertu également répartie. Le problème des gens qui sont bons et généreux n'imaginent pas qu'en face, ils ont des salauds. C'est la faiblesse. Et c'est ce qu'il faut soigner chez les gens. Savoir que tout le monde n'est pas à votre image. Et alors, le dernier personnage dont je voulais parler, c'était le général de Coetus, parce que vous avez... Donc, à côté de tous ces jeunes, ou moins jeunes, il y a ce général d'un certain âge, et qui est joué par un très bon acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, Cohen, mais je ne sais plus son prénom, et Coetus le sage, Gilles Cohen. Et ce qu'il y a de très beau, c'est que racontez-nous l'histoire de sa croix.
Ah, c'est une très très jolie histoire. Ma grand-mère était de Chaland, là où il a été exécuté, hein, et sur un terrain qu'elle m'a donné d'ailleurs, elle m'a expliqué qu'il y avait une croix qui avait été érigée au début du 19e siècle pour commémorer l'exécution d'un général de Charette. Et la mairie l'avait arrachée à la fin du 19e siècle et jetée dans un puits. Et la veille de sa mort, ma grand-mère m'a rappelé qu'il y avait cette croix, mais on ne se souvenait plus pour qui elle avait été érigée. Et donc je l'ai érigée, j'en ai érigé une nouvelle. Et quelques jours plus tard, le président de l'association historique de Chaland est venu me voir en disant merci d'avoir érigé cette croix pour le général Couëtus. Et on a découvert qu'effectivement, c'était le général Couëtus qui avait été exécuté sur place. Et on sait exactement où il a été exécuté. La croix, je l'ai mise là où il a été exécuté, je dirais presque au mètre près de tradition de famille. Et je peux dire la rue du Caillou Blanc à Chaland. Donc il y a la croix et il y a une plaque sur une maison. Et je connais les descendants de Couëtus qui sont évidemment très agréablement surpris par le film. Qui sont heureux. Oui. Alors, ce général qui est donc d'une grande fidélité à Charette, qui le soutient, et qui, à un moment donné, va quand même désespérer, surtout qu'on a décapité sa femme. Et il y a une scène effrayante dans Nantes. Les scènes dans Nantes sont épouvantables parce qu'il y a un premier passage de Charette après une négociation de paix. Donc, le Républicain et Charette sont en même temps la foule. Applaudit, envoie des fleurs, c'est merveilleux. Et presque un an après, Charette passe seul, les mains liées, il va être tué. Et là, la population lui envoie des fruits pourris à la figure. Et ça rappelle un peu la fin du Christ. Le Christ, voilà, bien sûr. C'est exactement la même chose. Le Christ et d'autres situations où des hommes d'État sont applaudis. Et je pense au maréchal Pétain, qui a été applaudi en 1943 et vilipendé en 1944. La versatilité des foules est bien présentée. Et encore une fois, le général de Couëtus va se rendre parce qu'il ne veut pas que ses filles restent sans père. Il se rend et il croit. Dans la parole donnée. C'est une question d'honneur, là encore, toujours. Et lui, là aussi, il fait une erreur gigantesque. Alors, le fait très intéressant de ce film et les réactions de la presse, alors en dehors de certains journaux comme L'Incorrect, qui vont faire une très belle couverture et un dossier sur cinéma français, qu'as-tu fait de nos héros ? La presse mainstream, les médias de grand chemin, comme on dit, ça c'est une expression de Slobodan Despot que j'aime beaucoup, les médias de grand chemin se mettent à cracher, à vomir, à caguer, je dirais même comme à Marseille, sur ce film, mais de façon éhontée. Moi, je n'ai pas été surpris du tout. J'avais prévenu Nicolas de Villiers que ça serait très très dur. Parce qu'on prend l'exemple de Libération. Quand j'ai vu Libération en kiosque... Plein de pages sur... Plein de pages. J'ai appelé Nicolas en disant « ça y est, c'est gagné. Tu vas avoir 5 pages d'ordures. » je répète, il n'y a pas d'honneur dans ce genre de milieu. De milieu. Bon. Et c'est un torche-cul, ce journal. Bon. Et donc, 5 pages, c'était gagné en termes de communication, puisque, en fait, tous les journaux ont repris sans réfléchir les propos outranciers de ces journalistes qui ne me connaissaient pas, d'après ce qu'ils expliquent, alors qu'ils ont déjà fait plein de pages contre moi. Bon, c'est exactement les mêmes méthodes qu'avaient été employées en l'an 2000 ou en 1986 lors de la parution de mon premier livre. Vous savez, c'est les mêmes structures, les mêmes méthodes, les mêmes journaleux, etc. Et les mêmes logiques et les mêmes objectifs. On est dans une logique parfaite, une continuité
continuité. Ils sont cohérents. D'élimination de l'ennemi. Il faut l'éliminer socialement, intellectuellement, etc. L'autre n'a pas le droit de vivre parce qu'il est différent. C'est révolutionnaire. La Révolution française continue. La mort... C'est Voltaire, Montesquieu... Absolument. La liberté ou la mort. Et puis le catholique est un fanatique, n'oubliez pas. C'est vrai. N'oubliez pas, le catholique est un fanatique, un dangereux, donc il faut l'éliminer. C'est quand même le principe révolutionnaire. Mais en fait, les méthodes qu'ils utilisent sont les mêmes que les républicains ont utilisées vis-à-vis des Vendéens. Et c'est pour ça qu'il y a une co-responsabilité dans le cadre du mémoricide. Parce que celui qui nie les choses, c'est ce que j'explique dans mon livre du génocide au mémoricide, il est complice. Parce que, l'acte premier, il le fait sien. Quand on met un homme comme Carnot, Lazare Carnot au Panthéon, qui est un criminel contre l'humanité, c'est le SS de la Révolution, on le panthéonise. Donc on est complice quand on met, je répète toujours, le fondateur du concept de gazage qui est Fourcroy sur l'hôtel de ville. Je rappelle que ce concept, c'est le concept qui a été repris par Lénine, par Staline, qui gazait, il faut le rappeler, puis par rapport à Hitler. C'est-à-dire que le père de ce système de gazage, il est français. On a donné une leçon au monde à ce moment-là. Il est honoré par l'hôtel de ville de Paris, Fourcroy. J'en connais d'autres. Proust, par exemple, à Angers, qui a essayé de gazer des moutons, parce que s'il réussissait à les gazer, il pouvait extrapoler et œuvrer sur les Vendéens. Il est honoré par la ville d'Angers. Il a une statue, sa maison a été conservée, des noms de rue, Fourcroy a son nom de rue à Paris, etc. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'un génocide ne chasse pas l'autre, contrairement à ce que j'entends dire. La Vendée, c'est la matrice. Et en fait, la ville de Paris, elle est foncièrement révisionniste. Oui. Elle honore des criminels contre l'humanité qui ont été matriciels. Vous voyez ? Alors, il y a une phrase qui est merveilleusement résumée par Brasilia, qui n'aimait pas les révolutions, dans une conférence qui s'appelle « Hugo et le snobisme révolutionnaire ». Parce que Hugo a tout de même été connu la monarchie, il a été stipendié même par les monarques, mais après il a été c'est un bon grand révolutionnaire. Et alors il écrit « Le passé appartient au prince, il s'appelle barbarie, l'avenir appartient au peuple, il s'appelle humanité ». En une phrase, il y a le leitmotiv qui va faire tout le 19e siècle et tout le 20e. Avant, c'est la barbarie et demain, c'est l'humanité. Alors, il y a un très beau texte de Victor Hugo qu'on ne connaît pas, Ode à la Vendée. C'est un texte magnifique. Oui, il a aussi écrit ça. Sa mère est vendéenne, hein. Il ne faut pas l'oublier, elle a souffert, etc. Donc, et les mères sont importantes chez les Vendéens. Je pense au livre du père Argouache. Absolument. Moi, je ne l'ai pas encore invité, mais je voudrais le faire. Il a écrit un livre sur la Vendée qui est très joli et on sent cette influence de sa mère. D'ailleurs, je rappelle toujours que les républicains voulaient exterminer donc la race de vendéenne et de préférence la femme sillon reproducteur. D'ailleurs, je ne comprends pas que les féministes ne défendent pas. Elles ne veulent plus reproduire, donc si vous voulez, ce n'est pas leur problème. Et les enfants, car en passe de devenir futurs brigands. C'est vraiment une formule épouvantable. C'est atroce. On tue la femme parce qu'elle est femme et parce qu'elle peut reproduire. Je vous signale que le délire continue, puisqu'on veut que les femmes deviennent des hommes et on les force à la contraception et à l'avortement. Donc, à mon avis, si vous voulez, l'extermination continue. C'est pour ça qu'il faut justifier la première, pour pas qu'on se rende compte de l'extermination actuelle. Les bébés, les femmes, les vieux, on y est toujours. Alors... Donc, allez voir ce film qui est d'une grande émotion. Moi, il faut dire que j'ai commencé à pleurer dès la première image. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'il y avait une jeune fille à côté de moi qui était dans le même état d'esprit. Donc, je me suis dit, moi, je l'ai vu 8 fois, ce film, puisque, on m'a demandé à la fin de certaines séances de faire des conférences. J'en ai fait à Châlons, par exemple, le pays natal de ma mère. Et je vais le faire à Guerre dimanche prochain, etc. Bon, je constate
et les échos que j'ai sont unanimes à ce sujet. À la fin du film, il y a 2 réactions. Un silence absolu. Silence que j'ai vu, par exemple, à la fin des séances de La Passion de Gibson, où les gens se lèvent et applaudissent. Oui. Beaucoup d'émotions. J'ai même vu des gens pleurer en disant « Mais c'est pas vrai, comment a-t-on pu faire cela? C'est pas possible. » Et donc, c'est pour ça que la gauche intellectuelle, ce que j'appelle les bio-bio, est complètement déconnectée du peuple. Et d'ailleurs, le succès est avant tout un succès populaire. Les gens revendiquent leur histoire, en sont fiers. Je rappelle toujours les paroles d'André Malraux que l'on cite imprudemment et pas dans sa globalité. Le XXIe siècle sera religieux ou pas. Le XXIe siècle sera religieux. Absolument, absolument. Vous avez vu que dans des communes, ce sont les jeunes qui se soulèvent pour empêcher la destruction de leur église. Oui. Extraordinaire. La jeunesse ne veut pas mourir. Vous savez, on est à la convergence de 3 mouvements. Le premier, c'est la fin des 68 arts. Ils n'ont pas reproduit. Deuxièmement, c'est le nihilisme qui génère le wokisme, qui ne reproduira pas. Et une jeunesse qui ne sait pas, parce qu'on ne l'a pas instruite, on ne l'a pas éduquée, mais qui a faim. Oui, et quand elle découvre, elle devient... Ah oui. L'avenir, vous savez, ne sera pas l'avenir qu'ont prévu les 68 arts. La révolte, elle est là, et les gens ont faim, ils ne veulent pas mourir. Vous savez, le confinement a été très riche pour cela. Parce que les gens sont restés chez eux, ils ont vu toutes les méthodes utilisées par le pouvoir pour les matraquer, pour les détourner, pour les manipuler, etc. Et ils ont compris. Donc là, maintenant, ils ont compris ce que c'était qu'un État totalitaire. Voilà. Oui, absolument. Vous avez un bel exergue d'Élie Faure. Si quelque chose, un jour, adoucit notre sauvagerie, ce sera la connaissance. C'est et Gandhi, si c'est mauvais quand les autres le font, comment cela devient-il bon quand je le fais? C'est aussi une bonne... Alors, il faut dire que ces accusations forcenées, ce déchaînement, vous l'avez connu, Reynald, dès les premiers temps, quand vous avez décidé de travailler sur cette extermination des Vendéens au tout début de vos études universitaires, et quand vous êtes allé trouver ce grand historien, Jean Meyer, à qui vous vouez une grande amitié admirative. Il n'est plus aujourd'hui, mais il a été un grand maître pour vous. Quand vous lui avez proposé ce travail de recherche, tout s'est déréglé dans votre vie à ce moment-là. Alors, c'est pas moi qui le lui ai proposé, c'est lui. C'est lui. Hein, oui, c'est lui, c'est vrai. Parce que moi, je voulais pas du tout travailler là-dessus. Vous savez, moi, je suis issu d'une famille où il y a eu des centaines de morts. Si vous allez au Luxe-sur-Boulogne, vous voyez des panneaux entiers des gens de ma famille qui ont été exterminés. Donc, c'est un sujet dont je voulais pas parler. Et je raconte toujours l'origine de mon basculement se situe dans le New York State. Je travaillais dans un hôtel juif traditionnel et j'entends un samedi, excusez-moi, le jour du sabbat, un cri incroyable de souffrance absolue auprès de la piscine. Donc je me précipite et c'est un vieillard qui hurlait sa douleur, que j'ai pris dans mes bras, qui a pleuré longuement sur mon épaule. Et ce juif m'a expliqué le pourquoi de sa souffrance, c'est parce qu'il avait fait voir à son petit-fils les chiffres qu'il avait sur le bras, et ce petit-fils, inconscient, avait rigolé. Et donc,
On a parlé tous les deux, on a parlé tous les deux. Et évidemment, je comprenais cette souffrance. Moi, dans ma famille, on a, pendant la guerre, protégé et sauvé un juif. Ma grand-mère allait collecter les morceaux de papier, tiens toujours d'ailleurs, que les juifs balançaient à travers les pans de bois des wagons de chemin de fer. Et puis quand il y avait l'adresse, elle les réexpédiait. Je raconte ça dans un livre sur la résistance. Donc, on est dans une famille de résistants et qui ont protégé en conscience les Juifs. Parce que, pourquoi il y a eu beaucoup de Juifs de protégés en Vendée militaire? C'est pour cette raison. Parce que les Vendéens savaient ce que c'est qu'être un peuple. Absolument. Poursuivi, oui. Et quand ils parlaient, je me disais, c'est étrange, ils parlent comme ma grand-mère. Oui. C'est-à-dire les mêmes douleurs, les mêmes expressions de douleur, etc. Et quand je suis retourné en France, j'ai regardé autrement ma grand-mère. Et j'ai commencé à parler avec elle. Et comme je continuais de travailler aux États-Unis, je faisais le rapport. Sauf que aux États-Unis, il y avait une souffrance directe, puisque les survivants de l'Holocauste étaient devant moi. Je partageais leur vie, etc. Et chez ma grand-mère, il y avait une souffrance indirecte, puisque c'était déjà à 3 générations ou 4 de la guerre. Mais ça restait ancré. Hein. Alors, votre thèse va être publiée et là, vous vous rendez compte que cette thèse n'est vraiment pas souhaitée. Alors, il faut préciser que pendant ma recherche, je n'ai pas eu du tout de difficultés. Non. Bien au contraire, les directeurs des archives m'ouvraient les portes. Il y a même le directeur des archives de Niort qui m'a prêté son appartement pour pas que j'aie à aller à l'hôtel, etc. Et on travaillait tous les deux la nuit dans les archives. Donc, j'ai vu qu'il y avait une historienne que je vais citer, Roland Bouletreau, qui a proclamé, qui a fait écrire par des journalistes que je n'avais jamais été aux archives du fort de Vincennes. C'est un pur mensonge qui non seulement la déshonore, mais déshonore l'université catholique d'Angers où elle est enseignante. Parce que bien entendu, c'est faux. Hein. Je suis allé aux archives du fort de Vincennes et d'ailleurs, si elle avait lu mes livres, elle aurait vu qu'il y a des pages entières où on cite ces archives. Mais on est prêt à tout au sein de l'université pour dénigrer mes travaux. Et c'est vraiment, je répète, un déshonneur. Hein. Et donc, là, je n'ai pas eu de problème. Les problèmes sont venus après l'émission d'Apostrophe, oui, qui a eu lieu le 11 juillet 1985, hein, et 86, excusez-moi. Et là, après, ça a été l'horreur. L'horreur parce que moi j'enseignais dans une école secondaire, le directeur m'a demandé de démissionner, ce que j'ai refusé, hein, parce qu'il y avait un tollé des syndicats de gauche, des enseignants, etc. Et la presse à l'époque était une presse plutôt pluraliste, hein, et elle était partagée. Il y a eu des très très beaux articles écrits notamment par Powell, hein, qui a fait la une du Figaro, puis la presse de gauche, bien entendu, qui a tout dit sur moi, le contraire et tout, y compris que ma grand-mère était collabo, on s'est attaqué à ma famille. Mais ça a été absolument un truc incroyable. Hein. J'ai découvert des choses sur moi que je n'imaginais pas. Et on téléphone à votre mon fils, oui, ça je me souviens. Et c'est votre fils qui répond et on lui demande s'il y a un portrait d'Hitler dans le salon. Chez moi, c'était un journaliste que j'ai eu au téléphone en disant « mais pourquoi vous demandez ça à mon fils ?» et qui ne comprenait pas ce qui se passait. Et ça a été un traumatisme pour lui absolument incroyable. Vous voyez, une des conséquences, c'est que j'ai dû déscolariser mon fils de l'enseignement. Parce que ses camarades le battaient, parce qu'il était le fils d'un collabo. J'ai eu même un journaliste qui me dit « mais monsieur, nous savons tout sur vous. Vous avez été SS. » mais des trucs de fou. Comment dire, quand j'allais dans les salons, je recevais des crachats, des coups, etc. Eh bien, ce que la gauche a fait, elle l'a réussi, c'est-à-dire la mort sociale d'un intellectuel. On considère que cet intellectuel n'a pas le droit de vivre, donc on le brise.
Et ça a marché. Non, ça n'a pas marché, puisque 30 ans après, vous avez Mais publié... on a retiré mes livres des bibliothèques. Vous avez publié beaucoup de livres. Non, on ne tue pas un intellectuel. Ils ont assassiné Brasiliac, mais on n'a pas tué son œuvre. Non, on ne tue pas un intellectuel, et c'est là, Dieu merci, la force de l'esprit sur la barbarie. En tout cas, je tiens à dire que ce genre de comportement de ces journalistes, comme il y a eu récemment, est criminel. Bien sûr. Criminel. Bien sûr. Moi, j'admire beaucoup les Villiers parce qu'ils font face avec panache, pour reprendre. Avec panache, Parce que franchement, c'est très, très dur. Quand je vois tout ce qu'on a pu écrire sur moi en 15 jours... Les titres ont été du genre le puits du fourbe, le puits du faux. Alors, ils ont créé un site incroyable, etc. D'ailleurs, je rappelle toujours que si ces journalistes avaient un petit peu de culture, mais ils pourraient nous empêcher de parler, nous, les Vendéens. Ils n'ont qu'à appliquer les lois. Monsieur Macron n'a même pas allé devant le Parlement. Les lois contre les Vendéens n'ont jamais été abrogées. Monsieur Macron peut envoyer l'armée française et tuer les Vendéens. Il n'y a absolument aucun souci. Il peut le faire. Et il peut nationaliser du jour au lendemain les terres vendéennes. C'est prévu par la loi. Il peut changer le nom de la Vendée. Pire, il peut repeupler la Vendée avec des bons citoyens. C'est prévu par les 3 lois du 1er août, 1er octobre et 7 novembre. Tout est prévu. Il suffit de les réactiver. Elles n'ont jamais été abrogées. Alors allez-y, venez. Ils peuvent nationaliser le Puy du Fou. Mais ils peuvent surtout aller au Puy du Fou et marcher dans ce parc assez extraordinaire. Il n'y a pas que la Révolution qui soit ressuscitée. L'une des dernières mises en scène, c'est la guerre de 14, qui est extrêmement poignante, puisque on descend dans une tranchée. Il y a, j'ai continu, de la fumée blanche, donc, et des coups. Et des coups de bombes qui tombent. Donc c'est assourdissant. Et la première image, c'est un homme allongé, blessé, qui écrit à sa femme, et on entend en voix off « Ma chérie, tout va bien, je vais bientôt partir », alors qu'on voit visiblement que l'homme est cuit et qu'il va bientôt mourir. C'est extraordinairement fort. Mais c'est la guerre de 14. Donc, et bien sûr, il y a d'autres commémorations. Il y a bien sûr l'arrivée des Vikings. Il y a... qu'est-ce que vous avez... mais c'est extraordinaire, le Puy du Fou. Tous les Français devraient y aller. Rome et les martyrs. C'est un cours d'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça marche aussi bien. Le peuple est en train de récupérer, de faire sien cette histoire dont l'a dépossédé. L'enseignement a dépossédé le peuple de son histoire. Je dirais presque de ses histoires, vous voyez, parce que l'histoire de la Bretagne, c'est pas l'histoire de la Vendée, l'histoire de la Vendée, etc. Donc on a imposé une histoire bio, là encore, parisianiste, au peuple, au pluriel, de France. Et là, ces peuples se soulèvent en disant non. C'est pas ça l'histoire. Non, on l'a déconstruite, pour reprendre un mot à la mode. Mais ce qui est étonnant, c'est de constater la soif d'histoire. C'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas d'avenir sans le passé. On ne peut pas se projeter dans l'avenir s'il n'y a pas de passé. Et c'est ça, justement, et c'est pour cette raison que la gauche veut détruire l'histoire. Parce qu'elle veut construire un homme nouveau, sans racines. Mais cet homme nouveau n'a pas d'avenir. Le wokisme n'a pas d'avenir. Non, mais ça fait quand même longtemps qu'on nous vante l'homme nouveau. On est arrivé à Staline, on a vu l'homme nouveau. Il faudrait cesser de chercher un homme nouveau. Lorsque Philippe de Villiers dit au président Macron qu'il devrait demander pardon au nom de la France à la Vendée, il faudrait en même temps que le Parlement abroge ces lois d'extermination et d'anéantissement. Il faudrait retirer Lazare Carnot du Panthéon. C'est
une honte absolue. C'est comme si on avait mis Himmler au Panthéon. Il faut bien le savoir, cela. C'est pas possible, comme Fourcroy, dans une des niches de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est pas possible. Fourcroy, c'est le four crématoire, c'est le gazage des Arméniens, des Juifs, etc. Le maître à penser, il est là, honoré par la Ville de Paris. C'est insoutenable. Absolument, absolument. En tout cas, chers amis de TV Liberté, cette émission est passée trop vite. Il y a un petit livre qui est moins connu que les autres de Reynald, bon, la guerre de Vendée à la Chapelle-Basse-Mer, et il y a aussi le génocide, du génocide au mémoricide, qui est publié au CERF. Il y a un petit livre moins connu qui s'appelle « La désinformation autour des guerres de Vendée et du génocide vendéen ». C'est à l'atelier Faut le faire. C'est un petit livre, mais c'est un livre très riche qui montre les techniques de désinformation et surtout les techniques de persécution des gens qui sortent des clous et qui sortent de la doxa et qui sortent de la propagande. Ça, ce n'est pas permis du tout. Je raconte précisément tout ce qu'on m'a fait. Oui. Hein, je cite les noms des universitaires, leurs méthodes, les mots utilisés. Certains ont même demandé que ma thèse soit annulée. Oui. Ah oui. Terrible. Oui. Ils se sont attaqués à ma famille, à ma grand-mère qui était âgée, etc. Mais ça a été absolument atroce. Oui. Ben, c'est-à-dire que vous avez mis la main, vous avez appuyé sur... finalement, la matrice de notre temps, la matrice de notre temps. Un génocide ne chasse pas l'autre. La matrice. Et on ne peut comprendre les génocides du XXe siècle que si on comprend le génocide commis par la Révolution française en Vendée. C'est vraiment là qu'est la matrice. Tout a été essayé en la matière. Cette Révolution française a vraiment donné un exemple au monde catastrophique et il n'y a pas de quoi être fier et il faut surtout instruire nos jeunes pour qu'ils sortent de cette propagande. Vous pouvez avoir ce grand dossier aussi dans l'incorrect, sur Vaincre ou mourir. Mais allez voir le film, chers amis de TV Liberté, et vous en serez heureux. Et puis, allez au Puy du Fou, parce que c'est quand même un très grand moment. On m'a demandé de dire un mot pour conclure. Des dizaines de gens me l'ont demandé, de dire simplement merci à Nicolas de Villiers. Absolument. Alors moi j'ajoute merci à Nicolas de Villiers, merci à Philippe de Villiers, son père, sans qui rien ne serait, et merci à Reynald de Séchères. Et à tous les Puy-Folais. Qui a fait tout le travail. Et je voudrais aussi rendre hommage à quelqu'un qui a fait un petit film qui est très joli. C'est Daniel Rabourdin, La rébellion cachée. C'est beaucoup plus intimiste. C'est la vie d'une famille, sa résistance, le prêtre du village, avec une très très belle actrice. Mais c'est aussi un film que l'on peut trouver en DVD. Absolument. Et donc, avec tous vos DVD, puisque vous avez publié des DVD chez Reynald. Donc, merci à vous d'être venus ce matin. J'ai 2 autres films à vous proposer qui sont très bons. La famille Asada. Nous sommes au Japon, à Tokyo, non pas à Tokyo, dans une petite ville du Japon, ces 20 dernières années. Un père, une mère, 2 fils qui se chamaillent un peu, bien sûr. Le deuxième est un original qui nourrit une tortue au fond de son placard à chaussures à l'école. Et son père va lui donner son Nikon, puisque lui aime photographier, et il fait naître une vocation chez ce jeune garçon. Et comment ce jeune garçon va utiliser son appareil de photo, c'est un film plein de poésie, plein de profondeur, plein d'élégance, parce que les Japonais sont des gens élégants, sauf évidemment quand ils occupent la Chine, là c'est un autre problème, mais, et qui ont un sens de la tradition extraordinaire. Et ce jeune photographe va s'illustrer particulièrement quand le tsunami va ravager une des villes. Allez le voir en famille, puisque c'est l'histoire d'une famille.
et vous en serez heureux. Et puis le deuxième film, c'est Interdit aux chiens et aux Italiens. C'est un film d'animation. C'est des petits personnages qui racontent la vie d'un village du nord de l'Italie, un village très très pauvre, et dont les habitants sont obligés de partir, en tout cas les hommes d'abord, partent, traversent les Alpes et viennent travailler en France parce que chez eux, ils n'ont plus de nourriture. C'est très très beau. On voit la force de ces villageois qui vivent avec rien, leur capacité à supporter les épreuves, les guerres, parce qu'évidemment, là aussi, on les envoie à la guerre de 14, la guerre de 40. Un défaut, c'est un peu caricatural, il y a des petites allusions politiques tout à fait stupides. Le prêtre vole la nourriture de ce village catholique. C'est ce qu'a fait toujours ce qu'ont fait toujours les prêtres, c'est voler les pauvres, ça c'est sûr. Et puis une autre allusion, c'est les religieuses qui veulent seriner aux enfants de prier pour Mussolini, ça c'est pas bien du tout aussi. À part ça, c'est un éloge encore une fois à ces paysans italiens, c'est assez beau. Je croyais que le titre était faux, Interdit aux chiens et aux Italiens. Je croyais que c'était aux Amériques qui avaient interdit aux chiens et aux Juifs ou quelque chose comme ça. En Bretagne. Hein. Et en Bretagne. Mais en réalité, j'ai appris qu'à Aigues-Mortes, les locaux ont tout de même tué une dizaine ou une douzaine d'ouvriers italiens qui venaient travailler aux usines des salins d'Aigues-Mortes parce que les ouvriers italiens étaient payés moins cher, donc ça provoquait du chômage chez les gens d'Aigues-Mortes. Donc à la fin du 19e, 1895, donc, il y a quand même eu 12 Italiens qui ont été tués par les villageois. Donc voilà, même les gens les plus civilisés peuvent dérailler. Merci beaucoup, cher Rénal de Séchère. À très vite, chers amis de TV Liberté.